Vous aimez écouter deux IA débattre des marchés chaque semaine? Cliquez sur « J'aime ». Partagez. Abonnez-vous. Pas pour l'algorithme, mais pour votre esprit affûté, chaque dimanche. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire des marchés. Zéro blabla. Juste l'essentiel. Bienvenue à notre analyse hebdomadaire de marché. Quelle semaine! Un changement de cap assez brutal, on peut dire. Ah oui, beaucoup de nervosité qui revient, surtout sur les taux longs, et puis aussi ce retour un peu inattendu des menaces commerciales américaines. C'est ça. Et tout ça alors que certains signaux économiques aux États-Unis semblaient plutôt solides, non? Un vrai casse-tête. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ces forces contraires. D'un côté, des indicateurs d'activité qui résistent pas mal, et de l'autre, un durcissement très net des conditions financières via les taux et la politique. On va essayer d'y voir un peu plus clair région par région. Très bien. Et puis on regardera ce qui nous attend la semaine prochaine. Voilà. Alors, allons-y. Commençons par les États-Unis. Là, la correction a été sensible. Le S&P 500 lâche 1,34%. Le Nasdaq, plus de 2,4%. Et le Russell 2000, l'indice des petites valeurs, lui, il plonge de plus de 8%. C'est énorme. Pourquoi cette secousse? Il y a deux éléments clés, je dirais. D'abord, cette nouvelle flambée des rendements obligataires. Une émission de dette à 20 ans qui a été mal accueillie, et ça suffit à propulser le taux à 30 ans au-dessus des 5%. C'est un seuil psychologique important, ça. D'accord. Et il y a aussi l'ombre de la dégradation par Moody's qui plane encore. Oui, ça joue encore. Et puis, les discussions autour des projets fiscaux de l'administration Trump, ça ajoute un peu de tension, forcément. Et puis, il y a eu cette résurgence spectaculaire des tensions commerciales. L'idée de taxe de 50% sur les produits européens dès juin. 25% sur les iPhones. Oui, et d'ailleurs, Apple a souffert en bourse vendredi, moins 3%. Ce n'est pas anodin. Paradoxalement, les indicateurs d'activité, les fameux PMI, le moral des directeurs d'achat, eux, ils ont rebondi nettement. Oui, au-dessus de 50, donc en zone d'expansion. Services et manufacturiers à 52,3. Mais l'immobilier ancien, lui, il cale sérieusement. Le plus bas niveau depuis 2009, j'ai vu. C'est ça, même si, petite surprise quand même, les ventes de logements neufs ont été meilleures qu'attendues. Donc ce qui est frappant aux US, c'est que cette résilience de l'activité, signalée par les PMI, Elle a été totalement occultée en fait par les craintes sur les taux et le commerce. Les marchés semblent vraiment privilégier les risques macro pour l'instant. c'est ça la dynamique clé à surveiller là-bas donc. Oui, tout à fait. Bon, traversons l'Atlantique. L'Europe a aussi senti le vent tourner, fin de la petite embellie. Oui, le stock 600 recule un peu, moins que les US, mais quand même. Paris et Milan ont particulièrement souffert. Seul Londres résiste un peu mieux, c'est ça quand même? Oui, le FTSE 100 est une exception notable, en légère hausse. Mais pour la zone euro, les raisons sont similaires. L'impact des menaces tarifaires américaines pèse lourd. Et puis, les PMI pour la zone euro sont repassés sous 50 à 49,5. Ça, c'est un signal de contraction. Surtout en France et en Allemagne, d'ailleurs. D'accord. Et la Commission européenne a même réduit ses prévisions de croissance pour 2025? Oui, de 1,3% à 0,9%. Bon, il y a une surprise positive isolée. Le PIB allemand du T1 a été fortement révisé à la hausse, à plus 0,4%, mais le contexte général reste difficile. L'Europe est donc prise en étau entre ce risque commercial et puis le ralentissement qui se confirme notamment dans les services. C'est un peu ça, oui. Et le Royaume-Uni alors? Vous disiez qu'il s'en sort mieux, mais c'est fragile. Relativement mieux, oui, le FSTE a tenu bon, mais les signaux sont très divergents là-bas. D'un côté, une inflation, le CPI d'avril qui surprend par sa vigueur à 3,5%, au-dessus des attentes. Ah oui quand même. De l'autre, des ventes au détail qui rebondissent bien, plus 1,2% sur le mois, mais en parallèle, le secteur manufacturier, via les PMI, montre des signes clairs de faiblesse, de contraction même. Donc la consommation résiste pour l'instant, mais Exactement. avec cette inflation et une industrie atone, ça pose question pour la suite. Exactement. Pour combien de temps? C'est la question. Cap sur l'Asie maintenant. Au Japon, le Nikkei cède aussi du terrain. Qu'est-ce qui inquiète les investisseurs là-bas? Alors là, c'est principalement l'anticipation d'un resserrement de la politique de la Banque du Japon, la BOJ. L'inflation core, hors éléments volatiles, a atteint 3,5%. C'est un pic de plus de 2 ans, Ah oui, ça met la pression sur la BOJ. énormément. Et ça fait grimper les taux obligataires japonais. Le JGB 10 ans a touché 1,55%, du jamais vu depuis 2008. Incroyable. Il y a eu un point positif quand même. Oui, un chiffre spectaculaire sur les commandes de machines, plus 13% en mars. Mais bon, les PMI restent faibles côté industrie et les services ralentissent un peu, sans doute la crainte des tarifs qui joue aussi.
Donc, la BOJ est un peu forcée d'agir à cause de l'inflation, juste au moment où le commerce mondial se crispe. C'est un timing compliqué. Très compliqué, oui. Terminons ce tour d'horizon par la Chine. Là, les indices sont partagés et les données post-congé tombent mitigées, c'est ça? C'est tout à fait ça. Shanghai et le CSI 300 en baisse, mais le Hang Seng à Hong Kong en hausse. Côté données, la production industrielle reste étonnamment solide, plus 6,1%. Plutôt bon signe, ça? Oui, mais en revanche, grosse déception sur les ventes au détail, seulement plus 5,1%, et l'investissement ralentit encore, toujours plombé par la crise immobilière qui persiste. Donc le moteur industriel tourne, mais la demande intérieure, la consommation, elle, peine à suivre. Voilà, du coup ça renforce les attentes de nouvelles mesures de soutien de la part de Pékin. On attend de voir. Merci pour ce panorama très clair. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut surveiller la semaine prochaine, du 26 au 30 mai? Le calendrier US a l'air particulièrement dense. Ah oui, semaine cruciale aux États-Unis. On aura beaucoup de choses, hein, des indicateurs immobiliers importants, comme l'indice S&P Case-Shiller, les ventes de logements en attente, la confiance des consommateurs aussi, avec le Conference Board et l'Université du Michigan, les commandes de biens durables, et puis le compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de la Fed. Sans oublier la deuxième estimation du PIB du T1. Exactement. Et surtout, le chiffre clé de la semaine, vendredi, l'indice PCE. C'est la mesure d'inflation préférée de la Fed. Ça va être très suivi. D'accord. Et ailleurs dans le monde? En Europe, on suivra surtout les réactions aux menaces tarifaires US et peut-être des communications de la BCE. Au Japon, les ventes au détail, l'emploi. En Chine, peu de données, donc on sera attentif aux potentielles annonces de politique économique. Et si on devait identifier, disons, les 5 risques principaux pour les jours à venir? Alors, je dirais, le risque numéro 1, c'est l'escalade commerciale entre les États-Unis et l'UE. Est-ce qu'on va vers une vraie guerre tarifaire? Ouf, ça fait peur. Deuxième risque. 2, l'impact continu de la hausse des taux longs américains sur les actions, le crédit, enfin tous les actifs risqués. Ça met la pression. Logique. Troisièmement. 3, un chiffre d'inflation PCE américain vendredi qui serait encore trop élevé, trop collant. Ça doucherait complètement les espoirs de baisse de taux rapide de la Fed. Le scénario redouté. Quatrièmement. 4, la confirmation d'une fragilité de la consommation américaine. On verra ça avec les chiffres de confiance et d'immobilier. Est-ce que le consommateur commence vraiment à flancher? D'accord. Et enfin, le 5e risque. Et 5, le timing et l'ampleur de la relance chinoise. Si Pékin ne fait pas assez ou trop tard, c'est un risque pour la croissance mondiale. Très clair. En résumé donc, les marchés naviguent un peu dans le brouillard, entre des signes d'activité qui tiennent bon, mais ce durcissement financier et commercial qui est très très palpable. C'est exactement ça. La volatilité semble bien partie pour durer, encore un peu. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question de fond pour les semaines à venir. Oui, Cette résilience économique qu'on a observée jusqu'ici, n'était-elle pas finalement plus fragile qu'on ne le pensait? Est-ce que face à ce retour des tensions sur les taux et le commerce, le véritable test de résistance pour l'économie mondiale ne fait-il que commencer? c'est une excellente question. Et je pense que c'est exactement le débat qui va animer les marchés prochainement. Voilà qui donne matière à réflexion. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.